un mélange de toutes les interviews et de tous les entretiens que les sociologues ont pu faire dans leur enquête et qui essayent de nous amener vers la conclusion théorique qu'a fait le sociologue, mais en employant le minimum de termes, de termes scientifiques. Donc on essaye de rester vraiment dans le réel. Donc la preuve par exemple. En faisant de la fiction notamment. En faisant de la fiction, donc par exemple, moi j'ai fait donc, un livre qui s'appelle La fabrique pornographique, qui raconte en fait le milieu du porno, on va dire middle class, là, en l'occurrence en France. Et on suit le parcours d'un jeune homme qui est vigile et qui se retrouve un peu par hasard, qui est passionné en fait par le porno. Déjà lui, il regarde beaucoup de porno, comment il se retrouve à rencontrer une actrice porno qui a son héroïne, comment il arrive à rentrer sur le milieu du porno, et puis il entraîne une amie avec lui, voilà, et comme ça on comprend en fait un peu comment fonctionne le milieu du porno, comment on y rentre, comment on en sort, qu'est-ce que c'est d'être réalisateur de film porno, comment ça se passe un tournage. Et tout ça à travers le vécu d'une personne. Il y a d'autres livres comme par exemple Le chantier interdit public, qui va raconter le milieu du BTP, des travailleurs précaires et des travailleurs sans papier, à travers le parcours d'un jeune ouvrier algérien qui débarque sur un chantier. À chaque fois, en fait, on suit quelqu'un et à travers ce personnage-là, on a accès en fait, à tout l'univers qui est étudié par le sociologue. Et toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a motivé à traiter le thème de la pornographie? En fait, Aude Picot devait traiter le thème de la pornographie et elle est tombée enceinte. Donc elle ne pouvait plus le faire, et moi je trouvais que c'était déjà que le bouquin était vachement bien, et puis je trouvais que c'était bien de commencer la collection avec ce projet-là, parce que d'abord ça parle, c'est un peu comment dire, on va dire, ça interpellant, voilà, ça interpelle, et en plus voilà, c'est un sujet un peu fort qui interpelle, et qui allait bien avec l'autre sujet qui était le BTP, qui était très différent. Et ça donne aussi une touche tout de suite un peu frondeuse à la collection. Donc, puis moi ça m'intéressait le milieu du porno, comme tout le monde en fait, je ne connaissais pas très bien. Et ça m'intéressait de savoir comment ça se passait. Et puis ça m'intéressait de dessiner, j'en avais vraiment marre de devoir rechercher. Parce que en fait, des fois je devais juste illustrer une scène, en plus le sociologue me disait cette scène tu devrais la mettre. Et du coup je passais des heures à chercher la bonne scène, je suis tombée sur les trucs plus que le web peut dessiner. Et voilà, mais sinon c'était quand même une très bonne expérience. Et donc tu as eu beaucoup d'échanges avec le sociologue? En fait, on a toute une méthodologie qu'on a développée dans la collection où on rencontre le sociologue à des moments clés. C'est-à-dire qu'il y a des sociologues qui sont plus ou moins investis. Avec Mathieu, en gros, on s'est rencontrés une première fois. Je lui ai proposé une trame, j'ai lu le bouquin, je lui ai proposé une trame d'histoire. Il m'a dit ce qu'il en pensait. Ensuite, j'ai fait un découpage et là, il n'a pas intervenu. Et ensuite, je lui ai montré ma première version. Là, il a donné son avis, il a fait ses retours, j'ai corrigé, j'ai montré une deuxième version. Ça va sortir dans Sociorama hors série, en version terrain. Ça va être Sociorama terrain, ça va être plus donc une étude de terrain, préliminaire en fait, de la sociologique. Et là, oui, je prépare ce bouquin-là qui va sortir en janvier. Et puis après, il y a d'autres auteurs qui vont traiter d'autres thématiques. Parce qu'il y a déjà 6 albums, il y a déjà 6 Sociorama qui sont sortis avec à chaque fois 6 auteurs et 6 sociologues différents qui traitent des thématiques assez variées. Pour revenir sur les nouvelles de la jungle, qui est un box sur lequel tu relates les conditions de vie des migrants à Calais. Je voulais savoir je voulais que tu nous en racontes un peu la genèse de ce projet. Alors la genèse de ce projet, c'est que j'ai regardé les informations comme tout le monde et que j'étais à la fois choquée et un petit peu fascinée par cette espèce de camp gigantesque qui devenait qui prospérait entre guillemets, parce que on va pas dire que c'est un peu prospère, mais qui grossissait dans le nord de la France et qui avait l'air de créer plein de problèmes. Et puis je ne savais pas trop comment aborder le sujet, puis je ne savais pas trop par quelle porte rentrer dans cette problématique-là, parce que ça ne me touchait pas, j'avais pas de connexion avec ce lieu. Je me suis dit, est-ce que j'y vais en voyeuse, parce que genre là, ça a l'air un peu fou, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que je reste chez moi en me disant que de toute manière, j'ai pas de légitimité à aller traiter le sujet? Et puis finalement, j'étais invitée à une émission de radio qui n'avait rien à voir avec la choucroute, où j'ai croisé Laurent Canté, qui lui faisait partie de l'appel de Calais. Donc l'appel de Calais, c'est un appel qui a été lancé où beaucoup de gens d'agriculture ont signé en fait pour se mobiliser justement pour qu'on parle de ce camp et de ce qui s'y passait. Et lui avait été filmé là-bas, il revenait de Calais et juste tout ce qu'il m'a dit, mais Elisa, en fait, faut témoigner, c'est-à-dire tu t'en fiches de pourquoi tu vas parce qu'il se passe des choses très graves dans cette jungle et qu'il faut témoigner, donc
n'y a pas d'autre chose à se dire, et ça m'a vraiment décomplexé. Je me dis bon bah d'accord, je vais y aller 4 jours en observation, pour voir qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour parler de ce problème. Et en fait, j'ai Yasmine Bouaga, avec qui je co-dirige la collection Sociorama, s'est jointe à moi parce qu'elle est aussi intéressée par la problématique migratoire et elle avait fait un mémoire sur les camps de réfugiés palestiniens, master, je crois. Et donc on s'est retrouvés là-bas. Et là, en fait, on est arrivé, on a pris une grosse claque. C'est-à-dire qu'en fait, dès le premier jour, déjà, on a annoncé le démantèlement de la deuxième partie de la moitié de la jungle. Et puis nous, en fait, on s'est pris une claque. Donc, comment dire, une fois qu'on a vu ça, on s'est dit, mais il faut absolument raconter qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce lieu, c'est quoi cet état de non-droit, c'est quoi ces restaurants ultra bizarres, cette architecture chelou, ces hammams, et en même temps cette boue, cette gadoue, ces gens qui ont l'air pas fatigués, en même temps qui sont pleins d'espoir, ces ONG folles avec ces gens qui font des trucs hyper bizarres là-dedans. Enfin, c'était un lieu vraiment à part et qui nous a, nous, hyper choqués. Moi, le premier jour, j'ai vraiment pris une grosse claque, c'est-à-dire, c'était pas la France. D'un coup, on arrive dans un endroit qui n'est pas la France, où il y a un état d'insalubrité maximale, de la boue partout, plein d'objets qui sont tout pris dans la gadoue, des gens frigorifiés, on s'est pelé, moi je sentais plus mes orteils pendant toute l'après-midi. Vraiment, ça a été un peu genre, qu'est-ce qui se passe? Et à partir de là, on se dit, comme on avait annoncé le démantèlement de la moitié de la jungle, on se dit, mais en fait, il faut qu'on témoigne, parce que si ça se trouve, dans un an, cette jungle-là, telle qu'on la connaît, n'existera plus. Et donc, en fait, tout de suite, on s'est mis à faire un blog. Moi, tout de suite, sa méthodologie aussi de sociologue a commencé à vouloir interroger les pouvoirs publics, à participer aux réunions intercommunautaires, interroger les bénévoles, interroger les exilés. Et donc, voilà, elle a un peu structuré le tout, mais globalement, voilà, ça a été un peu. Et on a toutes les deux laissé tomber tout ce qu'on était en train de faire pour se concentrer là-dessus. Ça a été vraiment un coup d'électrochoc. Oui, les gens vont peut-être faire hello, voilà. Il se passera rien. Après, je dis pas que c'est pour promener la nuit. On va pas éclairer de la jungle où sont parquées quand même 10 000 personnes sans une seule force de police, ni personne pour contrôler le camp. Je vous garantis pas qu'il ne vous arrivera pas d'emmerde. Mais en journée, il se passe pas. En fait, c'est assez calme. Quand moi je suis allée toute seule dans ce genre de petits restaurants de drogue, ça va quoi. Après, évidemment, comme partout, il y a des endroits où on va pas. On va être un peu con. Il y a ces mêmes problématiques avec la banlieue, par exemple. Oui, voilà, mais c'est pareil à l'étranger. Genre, quand je suis allée à Buenos Aires, ça n'a rien à voir, mais on m'avait dit, ouais, Buenos Aires, ces endroits-là. Mais en fait, quand on va à Buenos Aires, il y a des endroits dans Buenos Aires où on ne va pas. Et après, il y a plein d'endroits où on va. Et en fait, la jungle, je ne dis pas qu'il se passe pas des horreurs. Il y a de la prostitution, il y a, je pense, de la pédophilie, il y a des trafics multiples et variés, et ça, évidemment. Et c'est pas ce qui saute aux yeux quand on y arrive. Et c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas. La police est très ambiguë, l'État est très ambigu avec cette jungle. Parce que, au lieu de dire on va faire venir des policiers qui vont protéger les gens, et ils disent non, parce que s'il y a plus à dire, on va être obligé de fermer les restaurants parce que c'est pas aux normes, puis interdire les ventes de cigarettes parce que c'est pas aux normes. Donc, comme ils peuvent pas, parce que sinon il faudrait punir les gens qui vendent des cigarettes, ils viennent pas. Et ils laissent des gens se faire violer, des gens se faire poignarder, des gens se faire voler des choses, parce que sinon il faudrait interdire les cigarettes. Enfin, c'est schizophrène. Comme ça, dans le lieu de mémoire. Et donc on va peut-être commencer par situer justement pourquoi il y a une exposition autour du street art à Esteville jusqu'au 15 décembre. Comment vous êtes arrivé jusqu'au street art engagé? Petit problème technique. Non, c'est bon, c'était pour se régler tout ça. Merci. Oui, donc bonjour à tous. Merci d'être si nombreux pour cette petite présentation, cette petite discussion autour du street art et du street art engagé. Alors, Marie, merci d'avoir posé cette question. En fait, comment ça se fait que dans le lieu de mémoire de la Béquière, on parle de street art? Donc déjà, je voudrais dire un mot. Effectivement, il existe un lieu de mémoire, un musée, si vous voulez, sur la Béquière. Ça existe depuis 2012. Et dans ce lieu, qui se situe à Esteville, Esteville, c'est un tout petit village qui n'est pas très loin d'ici, c'est à 20 minutes d'ici. C'est à côté de Cailly, Claire, pour ceux qui sont un peu familiers de cette région campagnarde de la Seine-Maritime. Donc dans cet espace, nous organisons des manifestations et des expositions temporaires. Outre notre exposition permanente qui parle de l'abbé Pierre, du mouvement Emmaüs international aujourd'hui, d'un certain nombre de valeurs, de sujets d'actualité, nous organisons des expositions temporaires. On en a 2 par an, un festival d'art modeste qui s'appelle Le Génie des Modestes au printemps, et pour nous l'automne, le sujet c'est le graphisme militant, le dessin engagé, le dessin qui traite de l'actualité
le dessin qui va porter une parole politique, sociale, qui va porter un certain nombre de valeurs ou de révolte aussi, en cohérence avec ce qu'a fait l'abbé Pierre et ce que font aujourd'hui les acteurs du mouvement Emmaüs à sa suite. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire une expo cet automne sur le street art engagé. Et justement, qu'est-ce que vous entendez par engagé? Parce que il peut y avoir de multiples formes d'engagement. Qu'est-ce que pour vous, qu'est-ce que vous avez sélectionné comme œuvres engagées? Est-ce que ce sont des œuvres qui ont des certaines valeurs, simuler lesquelles, et comment les avez-vous choisies? Parce qu'il existe beaucoup de street art, beaucoup de mouvements liés à ça. Oui, vous avez raison. Le street art, déjà, c'est un peu un terme fourre-tout, c'est un peu un terme un peu pêle-mêle, dans lequel on met plein de choses. Le street art, c'est vraiment un terme très confortable, qui permet de ranger des choses qui en fait n'ont rien à voir. N'ont rien à voir d'un point de vue de la technique, ou n'ont rien à voir d'un point de vue de la généalogie. Qui parlait de la révolution, qui parlait du peuple, qui soutenait les idées révolutionnaires du Mexique et d'Amérique du Sud. Donc voilà un exemple. Parce que dans le terme street art, on pense assez vite au graffiti. Et la technique du graffiti, c'est encore quelque chose de différent, c'est une autre filiation. Le graffiti, en tant que tel, c'est-à-dire le fait de faire des petits dessins sauvages, non désirés, dans les espaces où passent les gens, ça existe depuis la nuit des temps. On en trouve dans les ruines de Pompéi, on les trouve en Égypte, on en trouve aussi, j'attire votre attention sur un site qui en termes de graffiti est très intéressant, c'est au nord de Nice, dans les Alpes-Maritimes, ça s'appelle la Vallée des Merveilles. Il y a 40 000 graffitis. Donc le graffiti, c'est ancien. Mais il y a un graffiti particulier, c'est le graffiti moderne, c'est celui qui est né dans les années 1970, sur la côte est des États-Unis, à Philadelphie et à New York, avec l'apparition du spray, de la bombe à peinture, de l'aérosol à peinture. Là, on a vu arriver quelque chose de tout à fait particulier, une sorte de révolution dans l'histoire même du graffiti, puisque déjà il y avait de nouvelles techniques, mais surtout ça a été une explosion quantitative. C'est-à-dire que dans l'exposition qu'on montre à Estéville, on parle de ça, des jeunes, en général plutôt des hommes, plutôt de milieux défavorisés, se sont mis à écrire sur les métros, dans les murs, de façon considérable. Quantitativement, le graffiti, à partir des années 70, c'est vraiment une explosion énorme. Les photos, les films. Il y a un excellent film, ça s'appelle Style Wars. Je vous recommande de le regarder, d'ailleurs on le présente au Centre Abbé Pierre Emmaüs. Style Wars, c'est un super film qui montre, dans les années 70-80, les adeptes du graffiti. On voit comment sont les métros, comment sont les espaces dans New York, Philadelphie, c'est couvert de graffiti. Et pourtant, les mairies, l'entreprise qui gère le réseau du métro new-yorkais ou de Philadelphie, mène une guerre pour nettoyer tout ça, repeindre, ça va avec de la peinture, en prenant des risques sur les métros, sur les murs, dans les boulevards. Ça dit quelque chose de l'époque. Pour nous déjà, ça nous a semblé évident que le graffiti, le tag, dit quelque chose sur toutes ces personnes qui ont envie qu'on parle d'elles, ont envie qu'on voit qu'elles existent, ont envie d'avoir une présence dans l'espace public, ont envie qu'on les remarque, qu'on les distingue, ont envie voilà. C'est-à-dire que déjà le graffiti en lui-même est une parole qui n'est pas forcément engagée, qui n'est pas forcément politique. Au contraire, à tout le monde, on décline uniquement son pseudo, ça n'a rien de politique, mais indirectement, ça dit quelque chose sur cette souffrance silencieuse des personnes qui n'ont pas la parole, ou qui n'ont pas la parole à la hauteur de ce qu'ils voudraient l'avoir. Ça dit quelque chose aussi sur sur la difficulté de la jeunesse à trouver sa place dans la société, sur la difficulté qu'il peut y avoir à être jeune dans un quartier populaire, dans les cités modernes. Composé de soldats espagnols, enfin d'espions espagnols, et pour l'autre moitié de militants d'extrême droite française appartenant notamment à la Cagoule. Le problème de ce commando, c'est que ce sont 12, exactement 12 hommes. Ce commando a été infiltré par une top, en l'occurrence un espion anarchiste. On n'a jamais su qui c'était. On ne sait de lui que son pseudonyme, X10 pour être précis, c'est avec ce pseudonyme-là qu'il signe ses courriers, avec lequel il va prévenir les autorités françaises du projet d'attaque du sous-marin. Les autorités françaises ne vont pas réagir assez rapidement et X10 va alors prévenir les milieux militants brestois, anarchistes et communistes notamment, qui vont mettre en place eux-mêmes un contre-commando pour défendre le sous-marin.
Et l'attaque va avoir lieu, hein, je ne vous raconte pas les détails puisqu'elle est dans le livre, mais cet épisode est exemplaire d'un roman de l'histoire à la fois française, mais évidemment la guerre civile espagnole, qui est ce transfert de la guerre espagnole en France, avec également des projets d'une certaine extrême droite française de renverser la République. C'est notamment la cagoule. On l'a également oublié, mais 10 jours avant l'attaque du sous-marin à Brest, la cagoule fait sauter le siège du patronat français à Paris, le siège du CNPF, début septembre 1937. Il y a 2 morts, 2 policiers qui étaient en faction. Et pourquoi la cagoule fait sauter le siège du patronat français? Parce qu'ils espèrent qu'on va accuser le Parti communiste français à leur place. C'est un peu l'incendie du Reichstag, version française. Alors ça va foirer, hein, pour le coup, on va savoir que c'est la cagoule, et un certain nombre d'entre eux vont être arrêtés, mais donc 10 jours plus tard, il y a cette attaque du sous-marin en plein port militaire. Brest, c'est le 2e port militaire français. On est en pleine montée des tensions à l'échelle européenne et dans un port de guerre français, un commando étranger est capable d'attaquer un sous-marin sans que les autorités françaises puissent réagir. Donc évidemment, cette histoire elle a fait grand bruit au niveau national, ça a fait les gros titres de la presse à l'époque. Aragon s'est fendu d'un édito dans l'humanité autour de ça. Mais elle a été oubliée après. Étonnamment, elle a été recouverte par la Seconde Guerre mondiale et par la destruction de Brest notamment, ce qui fait que même à Brest, la mémoire de cet événement avait relativement disparu. Moi, je ne la connaissais pas hein, avant de tomber sur les travaux d'un historien. Par contre, elle est aussi emblématique d'un mouvement qui a eu lieu en Bretagne, qui est l'arrivée des réfugiés républicains espagnols. On le sait que beaucoup d'entre eux sont arrivés dans le sud-ouest, notamment dans les Landes, à Bordeaux, évidemment dans tout le Pays Basque. Mais en réalité, aussi un certain nombre d'entre eux sont arrivés en Bretagne par bateau. C'est assez proche de ce qu'on vit malheureusement quand on parle des migrants aujourd'hui avec des Syriens, etc. Parce qu'on voit ces familles entières qui débarquent sur des chalutiers antédiluviens et qui atterrissent à Douarnenez, à Lorient, à Brest, et qu'il faut recaser, puisque c'est des centaines de familles. Alors, on demande à des villages, à des villes, est-ce que vous pouvez accueillir 10 familles, 5 familles, 3 familles? Alors il y a les mêmes résistances, hein, parce qu'ils sont vus comme des rouges, des terroristes, comme des types qui vont importer la guerre civile en France. Donc il y a des citoyens qui sont contre, il y a des municipalités qui sont contre, d'autres qui essayent de cultiver, pour les accueillir dans de bonnes conditions. Et aujourd'hui, à Brest notamment, vous avez encore beaucoup de descendants de ces familles républicaines espagnoles qui pensaient en 1945 que la guerre n'était pas finie et qu'on allait ensuite régler le sort de Franco comme on avait fait avec Hitler et Mussolini. Et donc de chance, on sait bien, on s'est arrêté là, on chance pour eux. Et donc ils sont restés du coup à Brest ou ailleurs, ils ont fait souche aujourd'hui, mais cette mémoire avait relativement disparu. Et il y a une association depuis 10 ans à Brest qui travaille pour retrouver cette mémoire-là, et c'est par eux que j'ai eu connaissance de cette histoire de sous-marin et de commando qui est assez extraordinaire parce qu'on a l'impression de lire une histoire des barbouzes et des tontons flingueurs à Brest en 1937. Parce que j'ai oublié de dire qu'il y a aussi une femme quand même dans l'affaire, et pas n'importe qui, une femme fatale, sinon ça serait pas drôle. On a vraiment l'impression d'avoir un scénario de film. Hein. Le commando a soudoyé une entraîneuse brestoise, la belle Mingua, d'origine italo-espagnole. Ne me demandez pas comment elle a atterri à Brest, mais elle est à Brest. Elle a des sympathies nationalistes en plus, et sa mission va être de séduire ce fameux commandant sous-marin, Ferrando, ce qu'elle va réussir à faire hein, pour justement le faire passer définitivement du côté nationaliste.
n'hésitez pas. Oui, c'est très bien. Vous enlevez. Merci bien. Ça vous plaît? Ouais, très bien, merci.